Bonjour à tous. Avant de donner la parole à François et de commencer nos travaux de ce matin, qui seront consacrés à la promotion des courses au trot, à la promotion du pari, et nous verrons quels sont les outils les plus performants pour assurer cette fonction. Je voudrais vous donner quelques informations, toujours bien sûr les informations techniques sur les différents canaux pour les traductions qui vont apparaître dans quelques instants. Voilà. Ils n'ont pas changé depuis le début de notre conférence, donc c'est toujours la même chose. Canal 1 French, Canal 2 anglais, Canal 3 allemand, Canal 4 italien et Canal 5 suédois. Je voudrais vous faire un point sur le championnat mondial des drivers qui se déroule donc depuis dimanche. Une autre journée a eu lieu hier sur l'hippodrome d'Angers dans l'ouest de la France. À l'issue de cette journée, des 5 courses qui ont eu lieu hier, le driver français Pierre Vercruis est toujours en tête avec 158 points. Björn Goop, le Suédois, deuxième avec 127 points. Il a remporté une course hier sur l'hippodrome d'Angers. Gerhard Mayer est troisième avec 116 points. Erik Hoytom, le Norvégien, quatrième avec 109 points. Mika Force, Finlande, 98 points, il est cinquième. Jason Bartlett, le driver américain qui a gagné une course hier après-midi à Angers, est sixième. Et le grand gagnant hier, c'est le driver René Kjaer, qui a remporté 2 courses sur l'hippodrome d'Angers hier. Huitième, Antonio Frontera-Pocovi, 90 points. Enrico Bellet, 9e, l'Italie. David Butcher, 10e, c'est l'Australien, 77 points. Le Néo-Zélandais Neil Day est 11e. Et c'est Trevor Henry, le Canadien, qui est 12e. Les drivers sont en route pour l'hippodrome de Mokanchi, où auront lieu aujourd'hui 5 étapes supplémentaires de ce championnat des drivers qui se clôturera samedi après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Le programme de la journée, nous avons cette conférence consacrée plus au thème du marketing et de la communication ce matin. Les réunions des commissions cet après-midi à partir de 14h30. Et puis ce soir, soirée sur le centre d'entraînement de Grosbois. Le départ est prévu à 18h30. Rendez-vous à partir de 18h15 dans le lobby de l'hôtel, comme hier soir, et retour vers 23h à l'hôtel. Voilà, bonne journée à tous. Je laisse la parole à François qui va ouvrir cette première table ronde. Merci. Bonjour. C'est bon. Nous allons aborder aujourd'hui la problématique de la communication des médias et comment les médias, et en particulier la télévision et Internet, peuvent à la fois faire la promotion du cheval, des courses, et également être un levier en ce qui concerne la prise de paris. Et ça va être la première partie de cette matinée, sachant que la seconde partie sera consacrée à un problème et un questionnement que tous les gens des courses ont, et les managers à la fois des fédérations et à la fois des hippodromes ont, à savoir comment ramener plus de monde sur les hippodromes et comment trouver une dynamique pour faire en sorte, pour lutter contre la désertification des hippodromes et ramener un public nouveau sur ces champs de course. Donc cette première partie, ce premier thème, les nouvelles technologies, la télévision, comment l'utiliser, comment effectivement la faire évoluer, quels sont les modèles les plus marquants dans les différents pays du monde. Donc, pour en témoigner, Éric Brion, directeur du pôle multimédia du PMU en France et directeur de la chaîne des chaînes Equidia, à la fois Life et Live, nous donnera son témoignage, qui sera suivi ensuite de celui de Jussi Iyade-Kinup, finlandais, qui nous parlera, lui, de la création d'une chaîne qui n'existe pas encore, mais qui va se mettre en place en 2014 sur à la fois la nature et les animaux, mais dans lequel il y a un pool cheval.
Nous aurons une troisième intervention qui sera celle de Cyril Giraudat, directeur du marketing du PMU en France, qui nous dira comment effectivement il se sert de la télévision à travers les outils Internet pour promouvoir et activer la prise de Paris, et quels sont également les projets du PMU en la matière en termes de technologie Internet pour conquérir de nouveaux clients, les fidéliser et les faire jouer plus et mieux. Et enfin, nous aurons deux témoignages des États-Unis sous la parole de John Pollock, qui nous parlera, directeur des relations médias, qui nous parlera de ce qui se passe aux États-Unis. Et nous terminerons par la vision australienne et quels sont les outils utilisés en Australie par son président, Geoff Want. Voilà, bon début de matinée et sur des sujets qui, effectivement, nous tiennent à cœur et qui sont déterminants pour l'avenir. Donc, je donne la parole à Éric Brion pour nous parler de la chaîne, des chaînes françaises qui sont très appréciées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler d'Equidia. Equidia, juste peut-être pour présenter rapidement la chaîne, est important de signaler qu'Equidia est une chaîne qui est contrôlée par les sociétés mères des courses, selon le schéma qui est présenté ici. Donc Equidia est détenue à égalité par le Trot et France Gallo à 47,5% et à 5% par le PMU, en sachant que, bien sûr, les sociétés mères détiennent le PMU tout à égalité à 50%. Donc il est évident que ce sont bien les sociétés mères des courses qui détiennent et qui contrôlent Equidia. Alors, lorsqu'Equidia a été lancé en 1999, c'était une idée assez originale, en fait, dans le paysage audiovisuel. C'était l'idée que le monde du sport des courses devait maîtriser son média et maîtriser ses images. Honnêtement, c'était une idée assez avant-gardiste. Le football a essayé de le faire bien plus tard, mais un peu trop tard, il n'y est pas arrivé. Et en fait, il y a très peu de sports qui sont parvenus à faire cela parce qu'il fallait faire des investissements et il fallait maîtriser, c'était très important pour les courses, le contenu, ce qu'on voyait et la façon dont on voulait en parler. Alors, quelles étaient les missions d'Equidia au démarrage? Parce qu'en fait, ces missions, elles sont toujours là, les missions d'origine. La première mission, c'était de faire une chaîne au service des professionnels des courses. Tous les professionnels des courses regardent Equidia tous les jours, mais c'est une chaîne de service, c'est presque la chaîne de service public des professionnels des courses. Ça, c'était la première mission. La deuxième mission, c'était une chaîne support de prise de paris. Equidia est diffusée dans presque tous les points de vente du PMU et sert à tous les parieurs aujourd'hui pour s'informer et parier. D'ailleurs, et c'est une petite anecdote, il y a 3 ans, les syndicats français dans le monde des courses ont, parce qu'ils n'étaient pas contents, envahi un jour le studio d'Equidia. Ce jour-là, le PMU a perdu 50% de son chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas pu diffuser les courses dans les points de vente. Donc, on sait en fait quand même très clairement qu'Equidia est aujourd'hui un support incontournable de la prise de paris. C'est aussi une chaîne grand public, Equidia, une vocation à parler à l'ensemble des Français. Donc c'est pour ça que dès l'origine, en 1999, Equidia n'a pas parlé que de courses, mais elle a parlé plus généralement de cheval, de nature, d'outdoor, et elle a réussi à s'implanter systématiquement dans tous les foyers de télévision payante en France. Et on a aujourd'hui, si on ajoute la Suisse et la Belgique, Suisse romande et Belgique francophone, 20 millions de foyers qui peuvent recevoir Equidia. 3 objectifs aussi principaux en dehors de ces missions ont été fixés à la chaîne et ils restent aussi complètement valables. C'était fidéliser le cœur de cible
du monde des courses. C'est-à-dire que Equidia a un rôle de fidélisation des différentes cibles du cheval en France, que ce soit les parieurs, c'est leur média, et quand on parle de fidélisation dans la télévision payante, la notion de satisfaction est très importante, et la note d'Equidia aujourd'hui donnée par les parieurs est élevée, elle est de 7,9 sur 10, ce qui est une très bonne note en termes de télévision payante. De fidéliser aussi les professionnels, mais d'une certaine manière c'est un peu plus facile, et également de fidéliser un autre public qui est celui des cavaliers et des amateurs de sports équestres. La deuxième mission, c'était aller au-delà, conquérir un nouveau public, c'est-à-dire à travers des programmes plus généralistes, attirer vers le cheval, mais aussi attirer ensuite vers les courses et attirer vers le pari un public qui ne connaissait pas ces disciplines, parce qu'en France, le cheval est très apprécié. On dit qu'il y a à peu près 20 millions de Français qui aiment le cheval, en général, quand on leur pose la question. Donc l'idée, c'était comment leur parler, comment les amener à travers un média vers la discipline cheval, et une fois qu'on avait fait ça dans la chaîne, comment les amener petit à petit à regarder les courses, et comment les amener ensuite, dans un second temps, à découvrir le pari. Donc il y a à l'intérieur d'Equidia toute une gamme d'émissions pédagogiques, à la fois sur les courses, à la fois sur le jeu, et c'est extrêmement important, parce que ce n'est pas parce que vous avez mis un nouveau téléspectateur devant l'antenne d'Equidia, un, qu'il va comprendre ce qu'on lui dit, et deux, qu'il va se mettre à jouer. Donc il y a une vraie nécessité sur Equidia de faire de la pédagogie, et c'est une de nos principales lignes éditoriales. Enfin, dernier objectif, accompagner le développement international du PMU à travers une chaîne qui s'appelle Equidia Pro, qui est une chaîne B2B que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est la chaîne qui est diffusée dans les points de vente des partenaires du PMU à l'étranger, en fait, qui reprend la partie course d'Equidia et qui est diffusée dans les points de vente via les accords passés par les sociétés mères et la direction internationale du PMU. Alors, en 2011, avec l'accord bien sûr des sociétés mères, on a décidé de lancer 2 nouvelles chaînes. Donc entre 1999 et 2011, il y avait une chaîne, une seule, qui s'appelait Equidia, et on a décidé de lancer 2 chaînes. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce mouvement stratégique? D'abord, et c'était extrêmement important, c'était pour coller à la stratégie du PMU de faire en 2011, de mettre vraiment l'effort maximum sur les courses et l'hippique. Donc en fait, il fallait qu'une des 2 chaînes soit totalement dédiée aux courses et qu'on ne retrouve plus dans cette chaîne, des sports équestres, des documentaires sur les poneys dans le Connemara, ou des films ou des séries, parce que les parieurs nous disaient, nous, ça ne nous intéresse pas, on veut une chaîne que pour nous. La deuxième raison, ça a été la densification intense du programme, parce qu'avec l'ouverture du marché des jeux, on a densifié l'offre de programme en France, donc il y avait presque plus de place sur la chaîne pour faire autre chose que des courses. Donc du coup, on avait en fait une double frustration. Le public des courses voulait que des courses, et le public du cheval se disait, mais en fait, tout ce qui est pour nous, c'est de la peau de chagrin, il n'y a presque plus rien, donc on arrête de regarder Equidia. Et puis, il y avait une volonté stratégique extrêmement forte, exprimée par le trot et le galop, qu'Equidia continue à être la vitrine du monde du cheval en général. Pas uniquement les courses, mais qu'on puisse parler à travers Equidia de l'ensemble de la filière. Ça, c'est dans les gènes d'Equidia, et c'est vraiment un point qui est resté valide et qui reste encore valide aujourd'hui. Equidia, c'est la chaîne de l'ensemble de la filière cheval en France. Donc on a déterminé un certain nombre de cibles qui sont à droite, les turfistes, les occasionnels, ceux qui sont très exigeants et qui sont dans le monde du turf. C'est plutôt pour eux qu'on a créé Equidia Live, la chaîne des courses. Et puis de l'autre côté, le monde des cavaliers qui sont plus dans le loisir,
C'est pour eux qu'on a créé Equidia Life. Après 18 mois, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a 30% de téléspectateurs en plus avec ces deux chaînes que par rapport à la chaîne unique. Donc vraiment, il y a eu un succès d'audience avec désormais 4 millions de contacts par semaine et 1 100 000 téléspectateurs réguliers, là où on en avait à peu près entre 800 et 850 000 sur la chaîne unique. Donc ce dédoublement de la chaîne a vraiment apporté ses fruits en termes de conquête de clientèle. Alors, quelle est la différence entre les deux chaînes? La première chaîne, c'est une chaîne 100% épique. On l'appelait Equidia Live parce que c'est une chaîne qui fait quasiment que du direct. Pour résumer vite Equidia Live, il y a 3 temps dans Equidia Live. Le matin, c'est le temps de l'information. Le matin, Equidia Live, c'est une chaîne d'information sportive sur les courses qui donne tous les derniers renseignements qu'il faut connaître sur les courses de l'après-midi, avec bien sûr les partants, les interviews, un focus sur le quintet, l'analyse des cotes et du pronostic. L'après-midi, c'est le direct. On prend le direct environ à midi et on le lâche vers, on va dire, 20h, 21h, voire 23h. Et moi, je dis toujours, on est la chaîne en Europe qui fait le plus de directs. Il n'y a aucune chaîne qui fait 4000 heures de direct par an. Donc c'est une chaîne plutôt pour les hommes, avec un public très fidèle et dont la moyenne est supérieure à 40 ans. Equidia Life, pour résumer aussi, c'est une chaîne généraliste du cheval, dans laquelle on va aussi parler de courses. Donc on diffuse des courses sur Equidia Life, c'est important, puisque c'est une chaîne généraliste du cheval, et elle rassemble toutes les communautés du cheval. Si je dois me résumer, c'est ça. Sur Equidia Life, toutes les communautés du cheval doivent se retrouver et doivent être intéressées. Avec une idée derrière qui est extrêmement forte et stratégique, c'est que grâce à Equidia Life, on doit pouvoir ramener vers les courses et vers le jeu un nouveau public. Je vais prendre l'exemple du Prix d'Amérique. Le jour du Prix d'Amérique, on a fait 2 émissions. Le direct sur Equidia Live, avec à peu près 450 000 téléspectateurs, et une émission spéciale d'1h30 sur Equidia Life. Et cette émission sur Equidia Life, elle a rassemblé 175 000 téléspectateurs qui n'avaient pas les cotes, qui étaient juste là pour avoir une émission de sport très différente, pédagogique, où on explique ce que c'est que le Grand Prix d'Amérique, comment on y arrive, où on présente les champions, on ne parle pas de jeu. Et donc là, on arrive à apporter un public nouveau aux courses, conquis à travers Equidia Life. Alors l'avenir de la télé, c'était un peu, au-delà de la présentation, le sujet. L'avenir de la télé et de la télé des courses, pour moi, il passe par toute une galaxie d'offres qu'on appelle le 360 et qu'on a développé très fortement depuis 2 ans sur Equidia. Le premier élément, je vais les prendre, je vous ai parlé d'Equidia Live et d'Equidia Life. Le premier élément, c'est la capacité à offrir des services supplémentaires sur Internet. Donc on a lancé il y a 4 ans un service qui s'appelle Equidia Vidéo, qui est un service payant pour revoir les courses, qui est disponible dans le monde entier, sur lequel on a d'ailleurs presque 30% de connexion à l'étranger, qui est un service qui est rentable et qui permet à nos clients de revoir toutes les courses quand ils le veulent, avec des formes d'abonnement extrêmement bon marché, parce que vous pouvez vous abonner pour 30 € pour 3 mois, avoir un crédit illimité. Je ne fais pas de pub, hein, mais bon, je présente le projet. Notre site internet, equidia.fr, qui a 220 000 visiteurs uniques et qu'on va rénover à la fin de l'année, parce qu'on va le relancer. Notre page YouTube, avec 4 millions de vidéos vues l'année dernière et 5 000 abonnés. Là aussi, YouTube permet de faire passer des messages et surtout de parler à une population différente, qui est la population la plus jeune, celle qu'on cherche à conquérir. Equidia Watch, c'est un site de replay pour revoir nos programmes. Equidia Watch, c'est disponible sur le site internet d'Equidia.
c'est disponible sur l'iPad, c'est disponible sur les iPhones et c'est disponible sur tous les services de télévision payants. Donc si en France vous êtes abonné à un bouquet de télévision payante, vous avez accès à Equidia Watch et en permanence à 120 programmes d'Equidia en replay. Quand vous voulez, vous avez envie de revoir un programme, vous allez sur ce service et vous pouvez revoir l'ensemble des programmes que nous diffusons. Donc l'application iPad qu'on a lancée l'année dernière, aujourd'hui là il y a 44 000, il y a 50 000 téléchargements qui ont été effectués. C'est une application qui vous donne accès, elle est gratuite l'application quand vous la téléchargez dans l'App Store, elle est gratuite et à l'intérieur vous avez accès à un certain nombre d'informations gratuites, à tout notre catalogue de programmes en replay gratuit, mais aussi vous pouvez vous abonner à Equidia Live et Equidia Life. Le prix de la chaîne c'est 2,69 € par mois. Et on la lance dimanche sur le monde Android, donc dimanche sur tous les supports smartphones et tablettes, vous aurez l'application Equidia Live et l'Equidia disponible. Le club Equidia qu'on a lancé, qui nous permet de recruter des clients pour le trot, le galop et le monde des courses, c'est un club un peu VIP. Et puis Facebook, où aujourd'hui Equidia est extrêmement puissant, puisqu'on a 130 000 fans sur la page mère de Facebook. Et là aussi, l'intérêt de ces supports, et c'est pour ça que je vous dis que l'avenir de nos supports télé passe par ces nouveaux médias, c'est que là, on touche une population extrêmement différente, comme Equidia Life, comme le replay, c'est des populations féminines, jeunes, qui ont des moyens et qu'on amène vers Equidia. Donc la stratégie, c'est de les faire rentrer dans Equidia, d'abord à travers toute cette galaxie d'offres, ensuite sur les programmes de leur parler de course et ensuite ou en même temps de leur parler de jeu. Ça c'est la stratégie qu'on a validée avec les sociétés de course et qui pour l'instant porte ses fruits. Alors, l'avenir de la télé, ça passe aussi par quoi? Pour moi, ça passe fondamentalement par l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, la télévision innove sans cesse. En France, il y a 2 semaines, il y avait les demi-finales du championnat de France de rugby et l'arbitre avait une caméra autour de la tête. Alors ça peut paraître un peu ridicule, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça montrait des plans, des actions qu'on n'avait jamais vues à la télé, des choses qu'on ne voit pas. Donc l'innovation importante, elle a été dans tous les sports. Dans le tennis, on mesure la vitesse de la balle. Vous avez le Hawk-Eye qui permet de vérifier si une balle est bonne ou faute. Dans le football, on vous donne tout un tas de statistiques. On peut vous dire combien de temps un footballeur a couru, combien il a fait de fautes, combien il a eu de cartons jaunes pendant la saison. On peut multiplier ce nombre d'exemples à l'infini. Je pense que la télévision a besoin de ces innovations dans les courses. Et pour moi, j'ai essayé de les résumer. Il y a d'abord une chose fondamentale qui est le passage à la haute définition, dont on discute aujourd'hui avec nos actionnaires, parce que ça coûte cher, qui est un élément important. Le foot est en HD, le rugby est en HD, le tennis est en HD, le golf est en HD. Les courses ne sont pas encore en haute définition. On en discute, on essaie surtout de trouver l'équation économique. Je crois aussi, à titre personnel, c'est un débat à l'intérieur de notre institution, à un système de tracking, mais un système de tracking intelligent, léger, qui ne prend pas trop de place et qu'on maîtrise, de façon à rendre les courses lisibles et surtout pour pouvoir attirer un public jeune qui aujourd'hui est habitué à ces codes du sport et à ces utilisations supplémentaires sur un écran. On va également lancer sur Equidia ce qu'on appelle un écran compagnon, c'est-à-dire un deuxième écran qui sera une tablette et qui sera posé devant vous à la maison et qui apportera des informations supplémentaires pendant le direct des courses ou qui pourra permettre par exemple à un fan de trot de ne suivre que le trot ou de n'avoir d'infos que sur le trot. Et puis pour finir, dernier point essentiel, avoir des caméras supplémentaires, avoir des caméras embarquées, montrer autre chose, surprendre et puis donner des datas sportives parce que ça intéresse les parieurs, ça les aide à parier et c'est aussi devenu un standard du marché.
Donc je crois personnellement que l'avenir de la télévision sur les courses passe par une forte innovation dans les prochaines années, si on veut que notre sport ne soit pas à la traîne d'autres sports, notamment sur les populations les plus jeunes. Voilà, donc j'ai fini, mais bon, je vous ai parlé beaucoup de télévision avec ça, mais quand même, je voudrais vous montrer un petit film sur nous, parce que c'est peut-être même plus explicatif que tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, je peux montrer un peu de ce qu'on fait en vrai sur l'écran. Voilà, ça c'est Equidia. Merci Eric. Je vais vous poser simplement une seule question qui va certainement intéresser tous les participants. Vous avez évoqué le mot équation économique pour réaliser deux chaînes
pareil, pour faire 4000 heures de direct, pour avoir ces outils sociaux, avoir ces sites, avoir ces replays, etc. Quel est le budget annuel d'une chaîne comme Equidia, Life et Live? Le budget est 35 millions d'euros, tout compris, avec l'ensemble des équipes aussi du pôle TV multimédia qui ne travaille pas que sur les chaînes, puisqu'elle travaille aussi sur les bases de données du monde des courses, sur l'ensemble d'autres sites internet et de production de contenu, puisque la mission du pôle TV, c'est aussi d'alimenter en contenu les services de Cyril pour PMU.fr, les services d'Aymeric Verlet pour la direction internationale. Voilà, donc l'ensemble de tout ça. Et là, c'est la somme que je vous ai donnée. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la télévision en direct coûte extrêmement cher. Ça, c'est un fait indéniable. C'est parce que tout le monde dit oui, 35 millions, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais il y a un chiffre qui est important à l'intérieur de ces 35 millions, c'est que 77% de cette somme est consacrée à la partie course, que ce soit le direct ou les émissions d'information autour des courses. Donc c'est un chiffre et on a toujours voulu être à peu près dans cette équation et dans cette relation entre ce qui est purement de la partie hippique et de la partie non hippique. Mais tous les professionnels de la télévision qui sont dans la salle le savent. Il faut ramener des signaux, il faut envoyer des équipes sur le terrain. On a tous les jours 3, 4, parfois 5 réunions, 6, 7 ou 8 avec les courses étrangères. Et c'est une équation économique extrêmement complexe parce que le direct, partout, c'est ce qu'il y a de plus cher en télévision. Donc voilà pourquoi Equidia aussi coûte cette somme et cet investissement pour le monde des courses. Merci Eric. Nous allons passer à un exemple à venir avec Jussi Yad, qui est rédacteur en chef d'un magazine finlandais et qui va nous parler du projet de la création d'une chaîne animale et qui aura une partie consacrée au cheval et aux courses. À vous, Jussi. Thank you. Is there a better place to talk about revolution than Paris? Is there a better place to talk about passion than Paris? When I started my career in TV at late 80s, a TV camera costed in current money 32,000 euros. A good TV camera. This is the revolution. This is the device that they are shooting the TV series House. It costs in a sale less than 1,000 euros. Equidia, I'm a big fan of the channel. I usually, when I travel to France, I spend most of my time watching TV. Equidia was born as a TV channel. The project that I'll now present to you is born somewhere between YouTube and television. When you read the newspapers, magazines, when you look at TV channels nowadays, everybody in media screams that media is in crisis, media has so much to lose. We only have things to win. A bit of our background, the tiny pocket-sized media company that we publish Hevosurheilu newspaper twice a week, once a week Toto. It's for the people who want to bet, who want to get all the background information on betting.
During the last weeks, we have actually made a deal with Finnish Writing Association, and from next month we are also publishing their magazine called Hippos. That's a huge step for us because now all the relevant horse-related media is under one roof. We will launch a TV channel in January, and we'll start to grow after this summer. We'll start to grow web communities to cover all these publications and the TV. And actually the web is where this channel will be formed. A couple of young guys in Finland 5 years ago started a project called The Iron Sky. It's a movie project that 38,000 people around the world were involved in producing the movie. 38,000 people sent material for the script, designed, they had an idea of how to design the dress for a certain actor. They were coding, they were doing work just for the pleasure, the passion of participation. And that will be our path with this TV channel. We're actually not doing media about horse racing. We have one word in everything that we do, and it's about passion. Why? Because everybody likes it. Every human being, if you are alive, you are in for passion. If you see the best violin player or the best perfumist in the world in TV, you stop by. Why? Because there's something different in that person, in her or his story. And that's what we are after. We have a pay TV in Finland, which gives the rational information for betting people, and that will continue, but that also provides us the material of every horse race where you can bet that are run in Finland. The core, the prime time of the channel will be on horse sports. We aim to amount of 1,000 correspondents during the first year. And you are all in that group. You have to be so that we can succeed. Every student in your countries who wants to get their work of art live on TV, if it's good, if it's positive, if it's about passion, animals, if it's about horses, they have the possibility. That is our way of producing a TV channel, because we don't have the 35 million, but we have nothing to lose. We have only things to gain. That's our message to everybody in Finland during the next years. Share us your story. Of course, there will be hosted programming. There will be actually, if we think about very few guidelines, what we know at present, the channel will be born between YouTube and television. This is one of the key elements. TV, I've been in TV, I've been involved with TV productions, putting up channels in Finland, and
in other European countries. And TV is always a bit arrogant. It's always a bit, we know better what you not want. Because that's the nature of mass media. That's the only possibility. But what we want to do is we want to involve people. Instead of programming, instead of having every half an hour another program, we will be, this is a free channel, there's no subscription, and this will be the 14th free on-air channel in Finland. So when you come to the channel, we don't want you to look at a TV program. We want you to look at a story flow that you can instantly recognize that this is the channel. This is the horse channel. I mean, these are the horse people, and they have passion. So we are not that interested. We are very interested on events. Prix d'Amérique will be where we are measured the first time, January next year. We've been on air for 3 weeks, and then it's Prix d'Amérique. How do we cope the expectations? I don't know whether you've seen Finnish television. I hope you haven't, because it's extremely sad, because everybody's a bit angry, everybody's a bit worried, and it's a kind of a, don't you know that the world is going to fall apart TV. We want the positive message, the positive attitude to be something that we want our TV channel to be a fireplace. To be a fireplace that when you open it, you know that there's some warmth in it. There's some good heart in it. There are people who intend nothing bad to you or each others. And we deal with the most beautiful sports in the world. And the way to show it is to heavily rely on education, authorities, schools. There are a lot of young people in all over the world, not only in Finland. We are not only thinking that, hey, we have 12,000 people in Finland who are educated to be somehow related with media or arts. No. We want them all around the world to be involved in this process. So this is an invitation for you, all the great events, all the material that we produce in Finland, all the domestic material, the rights are free for you during the first years. If you can use them somewhere, we'll find a way to have the best material, internationally interesting material in a database where you can grab them. Everything that we produce by ourselves is for you, because we want the Finnish way of passion to be known all around the world. And what we want from you is nothing or the same. So if you have something that you want to be world famous in Finland, we can hope that's something that you. And this is our invitation for the viewers. Travel with us to the world of passion. Finland is one of the most beautiful countries in the world, 9 months a year and 3 months a year. It's dark and depressing. That's when we need you the most.
We really need you. There are a lot of Finns working, as you all know, working in your countries, and we need their stories. We need the stories of your great athletes, of your great passionate people to be shared through us for our country, because that is what the revolution and passion is about. Thank you. Merci Jussi pour ce projet ambitieux, pour montrer que on peut être un petit pays, mais que la passion du cheval, effectivement, peut nous amener à faire de grandes choses. Le modèle, effectivement, d'une télé gratuite partagée sur YouTube est un modèle qui est déjà en cours dans certains pays, mais votre expérience sera certainement intéressante à suivre et surtout bonne chance. Et j'espère que effectivement cette télé sera en anglais, parce que pour comprendre le finlandais, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et si vous voulez avoir des milliers de fans, faites absolument une partie en anglais. Merci Jussi. Nous allons maintenant revenir à la France pour parler avec Cyril Giraudat, directeur du marketing du PMU, de toutes les innovations qui sont prévues à l'horizon de cette fin d'année pour encore mieux faire la connexion avec la télévision, avec les chaînes Equidia, avec effectivement tous les supports possibles et inimaginables, les réseaux sociaux, et comment le PMU aujourd'hui travaille, et les outils innovants que le PMU va mettre en place pour améliorer encore effectivement la visibilité de l'opérateur, ainsi que le marché des paris du jeu. Merci à vous Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je vais rebondir, je vais être en complément de ce qui a été présenté précédemment au travers des deux présentations, puisque je m'intéressais au parcours du client et du parieur. Mais il est évident que la télé, la chaîne de télé Equidia, a un rôle absolument majeur dans ce parcours client. Donc je vais vous présenter des éléments qui sont en complément. Peut-être quelques éléments de contexte pour expliquer pourquoi cette réflexion est absolument stratégique et centrale pour le PMU aujourd'hui. C'est que même si nous avons eu une très forte croissance des paris online sur les dernières années, le pari en point de vente représente encore 88% de notre activité en France. Ça a été 8,5 milliards d'euros l'an passé de paris en point de vente, alors qu'on atteindra à peu près 1 milliard d'euros sur le online. Vous voyez que le offline, les points de vente restent un élément, un réseau prioritaire et majeur pour le business model du PMU. Deuxième élément, c'est que nous constatons un ralentissement dans ce réseau de distribution, une tendance de l'ordre de moins 2% sur l'activité, avec une accélération sur les derniers mois qui s'explique par l'environnement économique particulièrement difficile et qui touche nos parieurs comme le reste de la population française. Et donc on a une dégradation des perspectives de chiffre d'affaires dans le réseau de points de vente. Troisième élément, c'est que nous sommes confrontés à une concurrence extrêmement offensive et agressive du pari sportif, qui n'était pas historiquement un marché très développé en France, mais qui, depuis 3-4 ans, se développe très fortement. Le marché du pari sportif a doublé en l'espace de 3 ans. Il va représenter à peu près 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France cette année. Donc ça devient un concurrent très sérieux, et il y a des phénomènes de transfert, des parieurs qui basculent une partie de leurs enjeux hippiques vers le pari sportif. Quatrième élément, c'est absolument central. Nous avons beaucoup développé l'offre online, le pari online sur les dernières années, le pari sur Internet, le pari sur mobile. Il faut absolument qu'on évite d'avoir un PMU, une entreprise, une marque, une offre à 2 vitesses. Avec d'un côté un PMU un peu glamour et trendy avec le online, et à côté un PMU plus ancien, un peu old-fashion avec le PMU des points de vente. Donc il faut absolument qu'on soit capable d'innover également dans le réseau physique pour avoir une offre, une marque absolument cohérente sur les différents canaux de distribution.
On a une complexité à intégrer dans notre réflexion, notre démarche, c'est que, comme vous le savez, nous sommes distribués via des réseaux indirects, des points de vente indirects, essentiellement des cafés. Il y a beaucoup de cafés en France, et donc on est présent au travers d'environ 12 000 points de vente. Et quand on réfléchit stratégie de distribution, ce n'est pas la même chose quand on a 5, 10, 100 points de vente ou quand on a 12 000. Ça oblige à faire des choix, à segmenter le réseau. Et ce que je vais vous montrer maintenant, évidemment, nécessitera une segmentation de plus en plus fine en termes de déploiement et de mise en œuvre. Et donc pour commencer, et presque pour finir, parce que l'essentiel de ma présentation, ça va être un petit film que je vais vous montrer pour illustrer cette démarche et cette vision qu'on a du parcours client du parieur en point de vente. Olivier joue occasionnellement à d'autres jeux de hasard et n'a jamais joué aux courses. Bonjour madame. Bonjour. J'ai gagné un bon à parier. Comment ça marche? C'est très simple, montrez-moi le code. Voilà, alors ça c'est votre ticket quintet plus spot. D'accord. Et si vous flashez l'application MyPMU là, oui, vous flashez le code, c'est tout simple. Et bien vous saurez tout de suite après la course de 13h50 si vous avez gagné. Super. Hop. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. J'ai gagné. Faut que je dise à Bénédicte. Cédric, jeune commercial en déplacement professionnel, est un joueur occasionnel. Il se trouve dans sa voiture entre deux rendez-vous. Il prépare son pari grâce à son application MyPMU. Puis il cherche le point de vente le plus proche. Avec cette info de dernière minute, Cédric modifie son pari et ajoute le 6 avant de valider. Franck est un turfiste. Il a ses habitudes dans ce point de vente. Grâce à l'écran d'information, il consulte les dernières cotes pour mieux préparer son pari. Comment ça va Stéphanie? Salut Franck, ça va bien et toi? Ça va bien. Alors je voudrais jouer un multi en 5 de la 5e à Vincennes. D'accord. Alors le 4, le 8, le 9, l'As et le 16. Ça va toi? Oui. À forme? Ouais. Ok. Tiens. Merci. Tu fais un petit café hein? D'accord, j'arrive. Installe-toi. T'as joué quoi? Le 4 dans la 3e. Le 4. T'as peur de rien? T'exagères. Je les ai ratés. Ouais, formidable. T'as pas gagné. C'est le 11 qui a passé la ligne. Non, c'est le 4. Ah bah non. Moi j'ai vu le 11, hein. Je suis désolée. Tiens. Ah, La preuve. ah ouais. Alors tu vois, Bah écoute, content pour moi. non mais regarde, je te montre un truc, on peut faire la course dans les différents angles. Tu vois? Eh ben bravo, génial. Tournée générale. Merci, bonjour. Donc voilà en quelques minutes l'ensemble des outils que nous sommes en train de mettre en place pour accompagner les clients en point de vente. On est vraiment dans une logique de ce qu'on appelle la digitalisation du point de vente, l'utilisation des technologies numériques
non pas et non plus seulement pour développer le business online, mais bien pour générer du trafic vers les points de vente, accompagner les clients au point de vente, avec évidemment des propositions qui sont différentes selon les profils de clients et les segments de clients. Un turfiste a besoin d'informations, beaucoup d'informations en temps réel. Un profil plus néophyte, comme la jeune femme dans le film, elle a besoin d'être accompagnée, initiée. On a besoin de lui expliquer comment ça fonctionne. Donc tout ça, c'est pas du rêve, c'est vraiment une réalité dès cette année, puisque si on fait quelques zooms sur certaines des briques qui composent ce parcours client modernisé, la carte PMU donc, a été lancée au début de l'année. Donc c'est une carte de jeu adossée à un compte de jeu. C'est une technologie sans contact. On est le plus grand réseau sans contact de France, puisque nos 12 000 points de vente sont équipés sans contact. Donc je présente ma carte sans contact, je tape mon code, je place mon pari, et ensuite si je gagne, les gains sont automatiquement crédités sur mon compte de jeu. Et nous avons enrichi également cette proposition avec un système de fidélisation, puisqu'on a un système de remise. Chaque fin de mois, le parieur touche 2% des montants des enjeux sur une partie de la gamme PMU, pour assurer le fait qu'on sera sur une utilisation fréquente, parce qu'il y a aussi un enjeu extrêmement important pour nous, c'est le bénéfice de connaître nos clients. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas nos clients dans le point de vente. Au travers de ces outils, on bâtit de la connaissance client, et ça nous permet donc d'avoir ensuite des approches segmentées beaucoup plus fines et des dispositifs de fidélisation beaucoup plus efficaces. Deuxième élément, c'est les écrans interactifs qu'on déploie en point de vente. Donc, ce sont des écrans d'environ 32 pouces donc, qui permettent aux parieurs d'accéder à toute l'information en temps réel. Et qui diffuse de l'information chaude au plus près de la course qui vient de se dérouler, de la course qui va partir. L'écran est vraiment complémentaire puisqu'il permet d'accéder à toutes les informations relatives à toutes les courses de la journée. Et on cible évidemment au travers de ces outils, en priorité les parieurs les plus experts, les plus turfistes, qui ont besoin de l'ensemble de l'information. Et c'est là aussi où on passe par une approche beaucoup plus segmentée. On n'est pas pour l'ensemble des points de vente. On ne va pas équiper nos 12 000 points de vente avec un écran de cette nature. On est vraiment sur le premier niveau, première catégorie des points de vente, les points de vente qui représentent la plus grosse part du chiffre d'affaires. Troisième brique, c'est l'outil mobile, puisque c'est aussi important de pouvoir toucher tous les clients, y compris les clients qui sont dans des points de vente non équipés de l'écran, j'ai montré juste avant, et pour des questions de coût, pour les questions de personnalisation, en particulier pour adapter le contenu, les messages qu'on va envoyer selon qu'on est sur un profil très expert ou sur un profil plus néophyte. Et donc c'est cette application qu'on appelle MyPMU, qu'on conçoit vraiment, qu'on développe comme le accompagnateur du parieur en amont du point de vente. Il peut commencer à chercher de l'information, préparer son pari, et puis dans le point de vente et après le point de vente. Quatrième élément qui ne figure pas dans le film, mais on croit vraiment beaucoup à ce concept, c'est une table tactile de jeu. Donc l'idée, c'est d'avoir une table qui permet de positionner 2, 3, 4, 5 parieurs autour d'une table de jeu et d'accéder à l'ensemble de l'information, des paris, de façon collective. C'est un peu une table de casino, mais modernisée, digitalisée sur l'univers du jeu pour créer à la fois de la stimulation entre les parieurs et un élément de modernité. Donc ça, c'est un concept qu'on développe et qu'on adressera plutôt dans des lieux VIP à l'occasion d'événements particuliers pour faire des opérations un peu plus événementielles et d'image. Donc voilà, en synthèse, moi ma conviction, et je crois que ça rejoint vraiment ce que disait Eric tout à l'heure, nous avons besoin tous ensemble d'innover fortement, d'être en rupture pour intéresser un maximum de parieurs et de prospects aux courses et aux sports hippiques, en particulier les plus jeunes, dont on sait qu'aujourd'hui, ils s'intéressent plus facilement à d'autres formes de loisirs ou à d'autres formes de jeux. Donc pour ça, il faut qu'on innove sur l'ensemble de la proposition, il faut qu'on innove sur le sport, il faut qu'on innove sur les médias, il faut qu'on innove également sur le pari. Et pour faire tout ça, on a fondamentalement besoin d'utiliser les technologies les plus modernes. Voilà, merci beaucoup. Merci Cyril. Une question de ma part. Vous avez évoqué la montée en puissance des paris sportifs. Il faut savoir que le PMU, depuis 2010, est multi-opérateur, c'est-à-dire est acteur également dans le monde des paris sportifs et dans le monde du poker.
quelle est la place aujourd'hui occupée par le PMU sur le marché des paris sportifs, puisque vous dites que c'est un concurrent, mais vous êtes sur ce marché de la concurrence. Et est-ce que vous arrivez quand même à convertir des parieurs sportifs en parieurs hippiques, ou à l'inverse, vous perdez des parieurs hippiques qui s'en vont vers le sport, mais qui restent dans la toile et dans l'univers du PMU? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cela? La réponse, c'est oui, c'est un risque pour le marché du pari hippique, en particulier en point de vente, parce qu'aujourd'hui, le marché du pari sportif, c'est à peu près les 2/3 qui est réalisé en point de vente, où nous n'opérons pas de paris sportifs. Donc, c'est la concurrence de la Française des Jeux. Et là, on observe régulièrement des phénomènes de transfert. Pour ce qui se passe chez nous, sur notre site pmu.fr, l'équation est vraiment gagnante pour le pari hippique, puisque quand on recrute des nouveaux parieurs, en particulier des profils plus jeunes via le pari sportif, mais également via le poker, on arrive à peu près pour 40% de ces nouveaux clients à les faire cross-seller, à les faire migrer vers le pari hippique. Donc c'est vraiment de l'additionnel. Et dans l'autre sens, les gens qui sont déjà parieurs hippiques chez nous, pour ceux qui jouent au pari sportif, c'est vraiment de l'incrémental. Il n'y a absolument pas de cannibalisation, de transfert. On maîtrise ça, on suit ça très très près. Donc c'est vraiment un incrément de revenus pour le monde hippique, pour le pari hippique. Merci. Avez-vous une ou deux questions à poser à Cyril, où on finit la présentation et on pourra passer. Voilà, on fera des questions à la fin. Donc, je vais passer la parole à John Pollock, qui représente les États-Unis et qui est en charge de la communication des courses aux États-Unis, et qui va nous faire un point aujourd'hui des efforts qui sont faits pour faire en sorte que les courses gardent encore une visibilité dans un monde sportif et médiatique ultra concurrentiel. Thank you. Mr. President, Mr. Secretary General, esteemed colleagues. You look at me, I am the embodiment of television in the 20th century. Television and I were born at approximately the same time. I've grown up with it. I've known nothing but television as a primary means of communication in my lifetime. And I became fascinated with it very early on in my life. As a young lad, my parents, for whatever reason, for a Christmas gift, bought me a lovely, lovely tape recorder, a reel-to-reel tape recorder. And I, when alone I must say, would speak into that tape recorder and do the news of the evening, or do the play-by-play of my favorite sports in practice. I admired the gentlemen who were on the radio and on the television and wanted to be exactly one of them. And that's what I became. I went to university, studied radio and television, did broadcasting at that level, and upon leaving university, I went into commercial television, doing first news reporting and later sports reporting. I was at that for about 7 years, when, as happens in the world of broadcasting, someday the manager comes in, and on this particular day, he gathered about 15 of us and said, "Congratulations, you're going to undergo a career change. You're no longer employed at this television station." I literally got in my car, went to the local harness racetrack. I knew the family that operated the racetrack for many years, and they had in the past said, "When are you going to come to work for us?" I said, "I'm here." And I started literally later that day. Became the announcer, did the publicity and public relations, did all the work for the radio and TV advertising that racetrack did, and so in that sense continued my broadcast career. 1985, when I came down to the U.S. Trotting Association, I didn't know it at that time, but I was going to be able to employ those skills. In the late 1980s, in the time when the Breeders' Crown series was still being televised on ESPN, the National Sports Channel, I was fortunate enough for 3 years to do some of the work on those broadcasts on ESPN, our largest sports channel. And then locally, I was asked by the local commercial racetrack, Scioto Downs, to do a half-hour television, what we call a magazine show, feature-oriented show, about 5 times a year in advance of each of their 5 major race weekends, in which we did feature reports on owners, trainers, drivers, and the like, and they seemed to think that was quite successful. We did that for, I believe, 7 years.
sort of put that aside for a while until someone had the bright idea. I believe it was a fellow by the name of Ken Weingartner, who works in our New Jersey press office. And Ken was at the Meadowlands and was in the paddock following the Meadowlands Pace eliminations and had what they call a pocket flip camera. Very simple technology, one of the technologies that really allowed YouTube to grow because anyone could take a quick video and send it right up on the internet to YouTube. Well, Ken had one, and he did a little interview with Ron Pierce, and it may be the most boring interview I've ever seen. Ron Pierce, if you happen to know him, is not the most effervescent individual, but of course he speaks with knowledge. He's a great driver. He won the World Driving Championship in 1993 right here in Paris. So when Ron Pierce spoke, people listened. And YouTube, of course, tells you how many people watched. And it amazed us as day after day people came back to see Ron Pierce talk about the horses he had driven. And there were 6,500 or more views of that interview. This told us there was some interest out there. So we decided we would invest in a little bit of even some small equipment such as that. And eventually it grew as we became more popular with our YouTube videos and people discovered them through our, what we feel is a rather popular website. It made us want to invest even more. We found another gentleman locally who also was put at liberty by his television station, a brother of mine under the skin having been fired from a CBS affiliate. And he came to us as with the skills of their chief photographer. We hired him, we gave him some equipment, and over the years we've probably posted in the neighborhood of 2,000 videos and done now many, many live telecasts as well. And it's really formed the backbone of our operation. We really try to do three things with our videos. We try to educate. We have how-to videos for professional trainers online and reports to our membership. For example, we've done at the end of almost every one of the past 3 or 4 years a video that tells what each department head at the U.S. Trotting Association is doing, and that is not only seen online, but it's taken to our district meetings around the country as a report to our membership. Beyond that, the last, I believe, 2 years, we have broadcast live over the internet our annual meeting from either Columbus or it happened to be as part of the Congress this year in Florida. And we find that while those are not wildly popular, we may have 1,000 to 2,000 people who are obviously interested in what we're doing as an association to watch. We have reports of major events. We'll concentrate, of course, on coverage of the Hambletonian, Little Brown Jug, and Breeders' Crown, and these two are also very popular. We just started last week our weekly show, Eye on Harness Racing, which goes from about this time of year right through the end of the Breeders' Crown, and actually beyond. I think we wrap up at the American Nationals at Balmoral Park. Each week we highlight the best in racing from that week, and this year we're doing something different. We're going to be doing some in-depth interviews at special times during the year to try to get some more interest and make this show even newer in its concept as we go along. And we also tried to simply entertain. We did a series of motion pictures back in the 1950s, 60s, and 70s about some of the horses from that era. They were originally shown at our district meetings on an old 16mm projector, and there was a national service that would allow people to borrow films free of charge and show at their service clubs or whatever have you, and they at one time were very, very popular, but they had gone unseen literally for decades. We came up with a concept we called Master Pace Theater and looked back and talked about those videos and showed them, and they were very, very popular as well. Across the North American landscape, as far as what we're doing as an industry, going back to the 1995 World Trotting Conference in Columbus, Ohio, on the agenda was a fellow by the name of Tom Chaffee of the Meadows, located in western Pennsylvania. That's the track that was founded by Delvin Miller, and they were doing a thing called the Meadows Racing Network. They were one of the few tracks at that time in North America that had telephone betting. And to go with it, they did a live cable television program that started approximately a half hour before the first race and on through the end of the race. And they had guests and personality. Roger Houston, the great announcer from the Meadows, was the host of that. And it was rather successful as far as promoting their local sport. Today, and I like to think we have somehow
shown the way to them. There are many local tracks such as Tioga Downs, the racetracks in Pennsylvania, most notably Harris Chester, and Woodbine Entertainment up in Toronto, who are now doing regular television shows, if you will, on the internet, and they've all been very, very successful. Maywood Park this year even went a little farther. I think it's the Horsemen's organization up there. They're doing interviews, post-race interviews with the drivers and trainers following the races, sort of demystifying what just went out on the racetrack. So tracks have really sort of taken up the bit and decided to do their own efforts. You can do that today simply because of, as we heard, the magnificent budget that our folks at Acudia have. The television camera you see there, when I was in the business, we were at the time the first to go to electronic news gathering. And for the equipment we used in those days, we could probably purchase 10 of those cameras, and it would be 1/10 the weight. If you have a cell phone, this particular camera in my new Lumia, and I've been testing out a little bit over here, does magnificent work on both sound and video. Editing software now is very inexpensive. I'm told that we just purchased some new software where you don't have to compile or redub the elements of your video. You can just string them together and the software does it. It cuts down time and bandwidth. There's a very inexpensive way to distribute. We mentioned YouTube. Another service that we use quite widely is a site called Vimeo, V-I-M-E-O. And of course, you have your own website to which you can link the videos. And there's possible secondary distribution. We find that some of the tracks, such as the Meadowlands, who does quite an extensive amount of video and have for many years, has Sports Time New Jersey or Fox Sports New Jersey now carrying their programs later in the day. The great thing about being able to do your own video is you control the message. This has always been true. That's the one great thing about the internet. You're the editor-in-chief. What you want to put before the public, you can put on and control that message. And that's very, very important for people who are in the editorial game, and that's really what we're doing. We were moving bottles around yesterday when you were here to talk about that audience. And we talked about this particular audience closest to me being very small, but very, very important. One thing that I learned coming through the broadcast ranks was that narrowcasting, or broadcasting to small, discrete audiences who have similar interests, is not bad. In my day, country music was not very popular, but the people that listened to country music listened to it all day, all night. It was on out in the barn, it was on in their pickup truck, and later at night when they came into their home, they turned the radio on as well. So if you targeted that audience, you were going to reach them at a relatively low cost and very effectively. And I think that's the message here. These were the people who had a tremendous effect on the wagering, and they're a small, discreet, loyal audience, and they're there for us. If we look at in our books, there were 3 questions posed to this panel. And the first was, what are the benefits to the horse racing industry? Well, I think they're rather manifest. Positive public relations, education, moving people from that middle group, or even the group on the far end, into this very loyal group. This is one way to do it. Will there be a new TV standard for horse racing tomorrow? Well, who really knows where technology will go? But likely, higher definition. There's now already, what do they call it, 4K? Where you have 4 times as much information on the screen as we currently have in the high-def sets. New video coding standards will lessen the need for bandwidth. Bandwidth, how do I describe it? It's like a pipe, and you're pushing water through that pipe, and you're limited by pushing that video through the bandwidth. You either have to have a lot of bandwidth or very low-definition video. Well, there are new video codecs coming along that will allow everyone to move great amounts of video and audio through very small pipes, and that's going to revolutionize it for the small broadcasters. Somebody mentioned the miniaturization of cameras and switching equipment. I have cable television at home, as do most Americans,
And I noticed during the Masters golf tournament, my cable system established 7 channels for coverage of the Masters. It was a live channel, a channel that was delayed by 1 hour, a channel that just showed the 18th hole, a channel that showed just the first hole, another channel that showed what they call Amen Corner. What is it? 14, 15, 16 on the back 9, 3 very critical holes to decide the tournament each year. And so you could select what you wanted to watch. And I noticed during the baseball playoffs the prior year, they divided the games up into several channels. You could watch the camera only from center field to see how the pitches were moving. You could show only home plate to see what the hitter, what his approach was to the various pitches. You could look at the bullpen where the pitchers might be warming up, etc. You control the action, and I think racing is just absolutely ripe for that kind of coverage. Be able to look into the paddock, be able to follow the starting gate, be able to see the view from the gate. I love the video that they have at Vincennes where the camera is on a wire, if you notice that, coming down the stretch following that. If you saw the Olympics and saw Usain Bolt and they had the camera following him in the 100-yard dash, it's extraordinarily dramatic. We were fortunate in the opening of the World Driving Championship to drive with the judges in the car inside the pylons, and that camera angle to me was extraordinarily fascinating. Other sports are going to be doing this, and if we don't, we're going to be falling far behind with the people, especially in that second and first group who are only casual viewers. They'll come to expect that from other sports and want us to do that. Also, magazines. I subscribe to a service called Next Issue. I can download magazines. One of the magazines that comes each week is Sports Illustrated. And of course, it's interesting to read about something that happened in sports, but to be able to press here and see that home run, to see that touchdown pass, that controversial play. It's videos coming to print publications. We're doing that on a limited amount in Hoofbeats as well. How important will the new audiovisual media be for betting development? Racing will have to keep up with the other sports and types of entertainments. And without these improvements, racing will be seen as technologically backward and thus not attractive to those who demand such technology. Cord cutting, if you know what that is. Folks who pay a great deal for cable television now are turning off that service and going to Netflix, Hulu, and other such sources to watch what they want, when they want. That's a growing segment here. But if we're one of these niche broadcasters who can provide the free channel like our friends in Finland, we're going to be able to win that battle in the near term as well. It's an exciting topic, and it's a developing topic, and one that will constantly change. That's the fun about it. Other than that, right now I'm feeling a little depressed while I'm going to Finland. Merci, John. Nous allons passer la parole au dernier orateur de cette première table ronde avec Geoff Want, qui est le président de l'Australian Racing Harness Racing, et qui va nous dire effectivement sa vision d'un autre grand pays des courses au trot, à savoir l'Australie. Thank you. Good morning. Vous pouvez y aller. Vous avez la parole. Jump to start. Nous vous écoutons. Good morning. They obviously decided the batting order here today on the basis of age, but it's okay. I spent my entire business career in the media, and some half a century, and I know I don't look that old, but some half a century as a journalist, producer, business developer, marketer, and then I got the cushy jobs in administration. The last 6 of those years in running Sky Channel, as chief executive of the Australian Equidia, if you like. And that was great fun. If you ever wondered why you saw a journalist, particularly of my vintage, and they always wore baggy suits, it was because we had to carry
pocketfuls of change for payphones. And we always walked with a bit of a stoop because we carried heavy typewriters. And I have been around the world on assignments carrying my change and getting change in different countries and I've got a typewriter at home it should at least be a gold frequent flyer. It's been everywhere. My wife keeps trying to throw it out, but I won't let her. The only point I make about that is that during my career, technological change was very slow. In the first 35 years of my career, there were not a great deal of technological change. Certainly when the digital age hit, the last 15 years, it has been, as we all know, extremely dramatic, the pace of change. I can say with some certainty that the racing industry, or the coverage of racing, and due respect to some of the great things that Akitty is doing and other broadcasters are doing, however, it hasn't the speed, the improvements in coverage have not matched the speed of change in this digital age. And we are going to have to, and it's a difficult thing. Spoke of the cost of developing programs for TV, and I know how much that costs. And I know how much the equipment costs, even though the costs are coming down. But trying to keep up with the speed of change is very difficult because your developers can't develop new products as fast as to keep patch with the digital technology. Obviously, the aim of today is to answer the following questions. We can spend a lot of time on this, and I'm aware that we're time poor just at the moment, so I'll try and keep to the topic and move along. As we know there's the questions. I've made the point there that before we determining how we move forward, I always think it's important to understand where you are at the moment and how you got there. But sorry. I've got to keep remembering to use my finger as well there. Just on that, in Australia, harness racing is an industry in decline in the general sporting landscape, and I believe in denial. We've got a mature and declining fan base. Our wagering turnover is stagnant. You heard Andrew talk yesterday. There has been some slight increases. $2.2 billion is reasonable, but we're not getting any real strong growth. We have diminishing market share within both the racing industry and the broader leisure and entertainment sector. And as I put there, less revenue means fewer funds to distribute to our participants. And the most critical point that we have, and I think the greatest problem we have in terms of our market, is loss of relevance. The harness racing industry has a challenge to compete more aggressively for the leisure dollar. We're largely irrelevant to a vast number of potential customers, and that is directly related to technological change and age. We need to concentrate on improving the relevance of our product in an increasingly competitive market. In Australia, we've fallen under, and I envy Cheval Francais' market share, we've fallen under 16% of market share within the three codes of racing. Thoroughbreds and greyhounds want to marginalise harness racing by changing broadcast race schedules and what have you, and competing for airtime, for preferential broadcast slots. There are many reasons for the decline. Obviously, the growth of competitors for the leisure dollar, easier access to alternative attractions. We've had some integrity issues, even though we spend a great deal of time, and I think are very successful in that area, but it has affected our image. Most importantly, changing social values. As I said there, we live in a high-tech world of instant gratification. The slow decline has been over many years. It was hastened in Australia by crises such as the equine influenza outbreak that we had in 2007 in our two major states, New South Wales and Victoria. And our wagering is not fully recovered from that even now. There are many and varied reasons why the decline has not been arrested to date. One of those is that I feel administrators are unwilling to recognise the extent of the problem. There is in our industry, it's not just an ageing supporter base, but in many respects it's an ageing participant base, particularly with a lot of the key participants, and they have a resistance to change.
especially with the racing product, and that is how you run your races and conduct them. And there has also been within our industry, among our administrators, for the last 10, 15, 20 years, a reliance on others. Our parimutuel organisations were privatised in Australia within the last sort of 20 years, and that brought a lot of funds into the industry that they weren't getting before, and a lot of racing administrators became very lazy. They took the money that was coming from the revenue, the parimutuel organisations, they thought all was good, and when a lot of the new challenges that hit them, such as corporate bookmakers, and I don't want to really get onto that because I talk about passion, I get a bit excited when we talk about that in the wrong way. But we relied on others for our income stream, and we didn't do enough about getting out there and competing for the leisure dollar. Our industry is also locked into long-term agreements with Sky Channel. It's the sole broadcaster of racing in Australia. Those agreements, as I've said there, are both restrictive and beneficial, or beneficial and restrictive, as we face today's challenges. And I won't go to those further. I can in due course if anyone's interested. Just a couple of facts before we get on to the key parts of this, is that Andrew Kelly mentioned in his presentation yesterday the number of harness races that covered on Sky Channel last year. As you can see, Sky Channel covered all up, pardon me, in 2012, 86,000 plus races from around the world. 29,000 effectively gallops, 18,000 harness, and 38,000 greyhounds. Greyhounds is a real threat to us because of their breeding policies. They don't have the same problems or issues that we face in breeding standard breds. That's a lot of races. Our problem is, and part of our problem is, Sky Channel has a philosophy now of wall-to-wall racing, as they call it. That is, in the last 5 years since I left Sky Channel, and this is not trying to say that the place was run better when I was there, although I do believe it was. That's an Australian joke. This is about 30,000 more races. The number of races today broadcast on Sky is about 30,000 more than it was 5 years ago. We've got too much racing. I mean, Sky Channel's approach is not about quality. It's about quantity. They've done some wonderful things in developing new graphic presentations for the product, but they've sacrificed lead-in, pre- and post-race commentary, analysis, guidance. It happens occasionally with our major races, and the difference in the coverage is phenomenal. But their main wall-to-wall coverage is got out of control. It's interesting there, I put that up too, because the Tabcorp wagering by Channel, and Tabcorp operates in our two biggest states, and this is in terms of their wagering channels. The agency, which was not that many years ago, virtually all of our income came through the high street shops and what have you, is now responsible for less than a quarter. Less than 25% comes through those high street shops. Obviously, there's been a significant... The internet is now exactly the same as the high street shop. So the internet has grown, and it's almost 25%. But the most important figure there, I believe, is the licensed venues, which is, in our market, clubs, upmarket bars, that sort of place. And if you look at almost half our revenue is coming through that network. Now, that has to tell you something, which of course they have access to Sky and other form services and what have you there. But I suggest that that is because those licensed venues provide more appeal to people. They can eat there, they can drink there, and they can do so and watch the races in comfort, in great comfort. These are, pardon me, these are big, many of them plush places, very inviting and welcoming. And I think it's amazing that that growth factor is now almost half our revenue is coming through that, which says something about meeting customer needs and
indicating that people actually want to be able to do things in greater comfort. And I told you I'd get back to the questions that we're doing. The aim was to answer the two questions that are there. Those questions are related. I mean, I'm going to deal with them together. I said that we need to expand our coverage beyond subscription television to broaden the appeal and grow brand awareness. Now, by that I mean, Akidia is a subscription channel, isn't it? Yes, it's pay television. Our only avenue for broadcasting racing in Australia is Sky Channel, which is on a pay television platform. So you have to buy a pay TV subscription. Sky, like Akidia, have started second and third channels. The first channel is available as part of the basic package on pay television. So you pay and you get racing as part of that. So if you're on pay TV, you can see Sky 1. Pardon me. Unfortunately, the other two channels, where they actually do a slightly improved coverage and more analysis, you have to pay an additional fee for. And that simply hasn't worked. There hasn't been a great take-up of that, mainly because they've tended to alienate a lot of racing supporters. So you have to be... Our friend from Sweden talked yesterday with his Evian water and salt and pepper and what have you about there was the 150,000 of his customers who were dedicated to racing. Well, it's only that group of people, that type of person, who's going to buy the second and third Sky channel and be able to watch it. So we're not helping ourselves that our better coverage is on channels that we're blocking a lot of people from getting access to it. We managed to get our major race, the Inter-Dominion Pacing Championships, a few months ago, onto free-to-air television, national television in Australia. It didn't rate highly. It wasn't very well promoted. We had about 250,000 viewers, which is a pretty small audience. Nonetheless, they were 250,000 people who would not have watched our race otherwise. Obviously, if they're watching it on free-to-air, they don't have pay TV. It was also on pay TV. So that to us was a bonus, and we've managed to secure that contract with the free-to-air broadcasters to secure more coverage over that, which is a real development for us. I said there we need to develop new products develop products for a new market segment. We've talked a great deal about meeting a younger market, that we've lost a couple of generations in our fan base. We have to challenge the norm. We have to develop products that are more relevant to today's technically savvy generation. We have one in the works. If Sky Channel had been a little bit more switched on, I guess, for us, we would have had it up and running 2 years ago, but they promise us we'll have it up and running in a month or two. And for so some of the people in harness racing in Australia who think this is disgraceful, but we have, and unlike the big tracks here, we've got some small tracks in Australia. Our biggest track is 1,400 metres. A lot of them are 1,200 metres, but we've also got many that are less than 1,000 metres. We are going to introduce a product called Hot Shots, which is one lap, one shot at glory. And basically all mobile starts. The mobile will let them go with at the top of the straight. They'll cover the straight and one lap. Obviously that's on the 2,000 metre track here. That's a big race, but a lot of our tracks that's fundamentally going to be trim. At the moment, many of our races that are run over 2,000 and more metres go round and people start to switch off, particularly on television. They think it goes too long. As part of Hot Shots, however, we are going to develop, as I said, the new camera angles and coverage guidelines. We're going to use this as a test for our general racing coverage. We talked earlier about having cameras on board with drivers. We talked about football referees who have head cams and what have you. We've experimented with putting cameras in different places on drivers, on the horse's cart, on the cart, the sulky, gig, call it what we will in different markets. Looking back, looking forward, looking down,
all over. We put those images, Andrew and his team did that, we put those images on YouTube and got a fabulous reaction. People didn't realise how exciting harness racing could be, because in Australia we have virtually one shot. We can use 5 cameras and still have one shot, which is the lateral shot. Basically, you're following the race. Damaging the microphone, there you go. You have one shot, the lateral shot, which follows the horses, and there's a reason for that, because our traditional punters want to be able to watch their horse where they're going. And production is costlier and more difficult to be able to merge into that sort of lateral shot, shots from the driver's camera. I think John mentioned about the US Open coverage. Well, we should be able to switch cameras, and someone sitting in their living room at home should be able to watch the race from the perspective of the driver if they wish. And they should be able to watch the start, not just from a lateral shot, but looking head on as the horse is snorting in nostrils as they come up to the mobile barrier or whatever it is. Makes our sport far, far more exciting and develops it for this audience. We also intend, and this I have to say is fraught with some peril, to mic up the drivers. We will have certain drivers with microphones. I notice Arthur Cooper laughing. Arthur's an old broadcaster with Sky Channel and now works with Akidia, and we caught up with him briefly today as an old colleague. Arthur thinks that's funny. I think it's frightening, but we obviously are going to have to choose our drivers very carefully. But Arthur, or his equivalent in Australia, will be interviewing the drivers as they race. Now, you can laugh at that, okay? But it's not funny. It's meant to be serious, because we need to start developing our coverage and our market and making it more effective for people to watch, and make it more exciting, because it is. All of you know how exciting the industry is. We've got to get that message out to us and to a younger audience. And the more exciting, the more technically involved we can be, is the better it will be for that audience. So we're going to look at different camera shots, mic up the drivers, change their colours. We're going to make it basically the same colour. Drivers will wear the same. Number one will have the same colour every race under hot shots. The drivers won't wear their own colours. They won't wear the owner's colours. They'll wear, can't remember what one is, but red, one the red. And it's going to be one the red in every race. Anyway, so I said there, I'm aware of the time, I'm part of different coverage for existing and new markets. If our existing punters still want to just see the lateral shot, fine, let them watch it. But let's also make it available and more exciting for someone who wants to go beyond that. I think mentioned tracking software. One of you mentioned tracking software. That's a subject that I'm fairly passionate about. We started that project when I was at Sky and spent a lot of money on it and didn't make a lot of progress, although I believe there are now good systems available in the world. They are expensive to install at tracks. Costs are coming down. Tracking software is fundamentally having a satellite system on a driver. We experiment with putting the transmitter on the driver's helmet, top of the driver's helmet. We put them placed on the cart. The last tests I saw with them, we had it down to an accuracy of about 5 or 6 centimetres. With that software, you can do amazing things in terms of reproducing your races, in terms of form analysis. Professional punters and even savvy young punters find the way that they can use the data that comes through from that quite exciting. And it gives you a whole heap of options in terms of not just the vision that you can put onto the screen and what have you, but also in terms of, as I said, the form analysis and helping the punters and give them a better form feed. I won't start on information because that's my background, and I think we're very poor in that at the moment, so we have to try and fix that up. And just mentioning the importance of new audio-visual media in betting development. Well, it's very, look, I don't want to be glib, but it provides a potential new market. We have the opportunity, and it is happening in some areas. I'm sure Akidia is doing it, Sky's doing it. They've got some exciting graphics packages and what have you. But we have to be able to keep
working on that to improve make the delivery or the display, the presentation, much better, and to provide smarter delivery of information. One of the big problems that you have in television is called, in the industry of we do in Australia, screen real estate. And it's how you make the most of the real estate that you have there. There's only so much you can put on, and it has to be delivered in a way that people can readily absorb it. It's a visual thing that they can readily absorb it and understand it. So you have to find the best way of using your screen real estate. But the way that some of the new audio-visual media provides obviously the means of doing that. And I couldn't resist the last point. You know, there are no easy answers to this, and it is a process, and we have to keep working on it. We are wasting our time, however, with product developments and all of the money that we can pour into that, with enhanced delivery systems, with better presentation, if we don't get serious about marketing. Some jurisdictions do it better than others. Pardon me. In Australia, our industry, effectively a $2.5 billion industry that employs some 20,000 people full-time and another 30-odd thousand part-time, that makes a very valuable contribution to gross domestic product. Our industry has fewer marketing people in total, that's all over Australia, than individual major sports clubs. And they're our major competitors for the leisure dollar. While it's not unusual, and it's probably greater in the market we're living in here in Paris and in North America and the UK and what have you, but it's a major sports club, a rugby club, a Super Rugby League rugby club, a major cricket team, for example, or a soccer team. They have anything from 10 to 20 people working in their marketing divisions. Our whole industry doesn't have 10 professional marketing people working in it. So you've got to ask yourself, we're not giving ourselves a fair chance. I get a bit carried away about this. We talk about passion with the Finnish product. I'm pretty passionate about marketing, and that's where we need to start getting focused. While the TABs, the TABs as we call them in Australia, our PMUs, they are our major wagering partners, and I've said this to them, they lack the drive, the promotional drive of our competitors for the wagering dollar. That's the corporate bookmakers. The corporate bookmakers got a toehold in Australia because they're better marketers, and there's a whole host of reasons about it. I speak of Australia. I can't speak with authority about what happens in France, but that is certainly the case in Australia. As an industry, we must control our own destiny or take back that control, as is the case in Australia, that we don't have it at the moment. And I know Guillaume is keen to move on, so I'll say thank you. Merci. S'il y a des questions, en particulier pour Cyril Giraudat, le directeur du marketing du PMU, allez-y, parce que son temps est compté, il doit nous quitter pour une autre réunion. Donc, auriez-vous des questions par rapport à la présentation que vous a faite Cyril Giraudat? Ah, je vois une main qui se lève. Thank you very much. This question is addressed to Mr. Giraudat, and thank you for your presentation. I found it very interesting. Yesterday, the chairman of the PMU told us that turnover this year is down 3%, and he also told us that there weren't enough young people betting on horse racing. Listening to you today, it's clear that there are a number of givens. The first one is that there's been a growth in sports betting, and sports betting, of course, involves fixed odds. The second given is the attraction of the younger generation to sports betting. The third
and as was indicated by the chairman yesterday, the desire to attract the younger generation to horse racing betting, to migrate them across from sports betting to horse racing betting. Given those common ground facts, from a marketing perspective, and I'm directing this purely as a marketing issue, from a marketing perspective, does it not make sense to offer fixed odds for horse racing betting so that you can attract the younger generation? And if not, why not? Je passerai le micro à Monsieur de Bellègue qui... Sincèrement, c'est pas, pour moi, c'est pas la réponse à la problématique. C'est-à-dire que le pari hippique en France, c'est du pari mutuel, c'est la culture du pari hippique, ça offre plein d'avantages duquel il y a beaucoup de personnes mieux habilitées que moi pour y répondre. Mais par rapport à la problématique marketing, d'aller toucher des cibles plus jeunes, pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on rend notre proposition marketing globale, course et paris plus attractive pour cette cible-là. Et franchement, je pense que c'est un peu anecdotique, la question de fixed odds, c'est un peu anecdotique. Je pense par contre, on a un champ d'investigation, de travail à faire qui est colossal, en utilisant vraiment les nouvelles technologies. Je pense que c'est quelque chose qu'on a revu dans pas mal de présentations de ce matin, en utilisant les codes et les outils qui parlent à cette nouvelle génération. En utilisant également des nouveaux réseaux de distribution. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré ce matin dans le petit film, c'est vrai que ça se passe dans un point de vente classique PMU, un café PMU. On a un autre axe de travail majeur pour nous, c'est d'aller déployer notre offre marketing, notre offre PMU dans de nouveaux lieux de vie, là où sont les plus jeunes. Donc je pense qu'il y a un champ d'action à travers du marketing mix et de distribution colossal, et que le sujet de Fixod est assez marginal par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Cyril ? Il y en a encore une, je pense. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage, die mich aus deutscher Sicht sehr interessiert. Bislang waren in Deutschland nur Pferdewetten und Lotto erlaubt. Es hat eine Gesetzesänderung im letzten Jahr gegeben, die zur Folge hat, dass insgesamt 20 Sportwettlizenzen in Deutschland in Zukunft legal angeboten werden. Beziehungsweise 20 Sportwettanbieter treten auf den Plan, die alle Sorten von Sportwetten anbieten. Wir haben jetzt die große Befürchtung, dass die Sportwette, die Pferdewette möglicherweise kannibalisiert. Mir hat eine Ihrer Ausführungen sehr große Hoffnung gegeben, die da hieß, dass 40% der Sportwetter irgendwann mal hinterher auch zu Pferdewetten werden. Meine Frage an Sie speziell richtet sich jetzt darauf, sind das empirische Werte, sind das Werte, die Sie durch Erhebungen unterlegen können? Okay. Ich weiß nicht, wie lange Sie mir haben eben folgen können. Die Frage an Sie ist, gibt es empirische Werte, die das hinterlegen, was Sie gesagt haben, dass Sie sagen, wir müssen vor den Sportwettern nicht so viel Angst haben, dass sie uns die Pferdewette kaputt machen, sondern im Gegenteil, dass sehr viele von den Sportwettern irgendwann mal zu Pferdewettern mutieren. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si, je pense qu'il faut s'inquiéter. Je pense que c'est à la fois un message d'inquiétude ou de préoccupation. Je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence sur d'autres formes de jeux et de paris, en particulier sportifs. Ça a été dit également dans la dernière présentation. Moi, j'y adhère beaucoup. Il y a une concurrence beaucoup plus large sous plein de formes de loisirs. Sur le pari sportif, ce qu'on constate, c'est que quand le parieur est chez nous sur le site PMU.fr qui joue au paris sportif, on arrive 40% d'entre eux à les faire jouer au pari hippique. Bon, mais c'est pas immédiat, c'est pas spontané, il faut l'encourager, c'est des dispositifs marketing, de promotion très ciblés.
Donc c'est plutôt un point d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut le faire quand on a déjà capté le client et qu'on lui fait des propositions qui lui vont bien. Mais néanmoins, si c'est un vrai sujet, un vrai point de risque pour nous, en particulier sur la cible des plus jeunes. Quand on regarde, nous, sur la base des chiffres qui sont communiqués par l'autorité de régulation des jeux en ligne, quand on regarde la cible des 15-24 ans, aujourd'hui, on en a moins de 10%. Parmi ceux qui jouent à un jeu d'argent en ligne, il y en a moins de 10% qui jouent au pari hippique, 50% qui jouent au pari sportif, 40% au poker. Donc, vous voyez, on voit bien qu'on a un vrai sujet, on a un vrai risque, parce que qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est les parieurs qui aujourd'hui rentrent sur le marché du jeu, donc plutôt sur d'autres formes de jeux, qui seront nos clients de demain. Donc il faut vraiment qu'on arrive à les adresser. C'est un sujet général, c'est une problématique de Paris, c'est un problème d'attractivité du sport, c'est une problématique de diffusion des médias sous toutes ses formes. Je crois qu'effectivement, télé, médias sociaux, etc., c'est une problématique finalement qu'on retrouve dans le monde entier, et à nous de trouver les bons leviers pour le faire. Donc on a un message d'espoir, c'est que finalement, quand sur le online, on a réussi à le faire, comment est-ce qu'on transpose ça plus globalement sur notre industrie? Merci Cyril, merci. On a encore une ou deux questions avant de faire la pause. Le président de Bellec veut apporter son éclairage, je suppose, par rapport au code fixe. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, mais par rapport à la question qui a été posée par le représentant de l'Allemagne, je dois dire que effectivement, dans le cadre français, c'est-à-dire avec l'ouverture que nous avons sur le net, le PMU étant en même temps un acteur hippique, son ouverture sur les jeux sportifs lui permet effectivement de tenter de récupérer un certain nombre de joueurs qui s'inscrivent dans le cadre sportif et de le ramener vers l'hippisme. Ça, c'est sur le net. Or, l'affaire en France ne se passe pas sur le net, elle se passe sur le réseau en dur. Et là, il y a à la Française des Jeux une progression de 30% annuelle des jeux sportifs que nous ne pouvons pas récupérer, puisque la Française des Jeux ne prend pas de jeux hippiques et n'a aucun intérêt à dire aux joueurs qui arrivent pour jouer sportif, vous savez, il existe aussi un PMU et on peut jouer hippique. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que la Française des Jeux a 47 000 points de vente. Nous en avons 12 000. Sur les 12 000, je ne peux pas... le représentant du PMU n'est plus là. Je pense qu'il y en a 10 000 qui sont communs, ou 9 000 qui sont communs. Française des Jeux, PMU. Or, la rémunération du point de vente est différente. Le PMU, au mieux, rémunère à 2 points, 2% de la masse des enjeux. Et la Française des Jeux rémunère à 5,2, 5,20. Je n'ai pas de schéma à vous faire. Lorsque vous êtes tenancier Française des Jeux, vous avez 5,20 de résultats pour vous. Donc 1 euro joué au PMU rapporte au mieux 0,20. 2%. 1 euro joué sportif rapporte 5,20. Le différentiel est démentiel. Et c'est là où il y a un véritable problème. Alors, nous sommes en France dans un système où, effectivement, il y a un monopole des jeux hippiques, d'un côté, monopole des jeux sportifs et de grattage et de l'autre côté. Et puis, il y a le net, où il y a ouverture, et où on retrouve, bien sûr, la Française des Jeux et le PMU offrant
des paris sportifs et du poker. Mais cela ne représente que 10-11% de la globalité de la masse des enjeux quand on incorpore les enjeux pris sur les réseaux en dur. Donc vous voyez toute la difficulté. Et alors si vous vous trouvez dans un pays comme l'Italie, là vous êtes dans un système absolument catastrophique, c'est-à-dire que le système des courses hippiques, il n'existe plus, il n'a plus d'espace, parce que vous avez comment dirais-je, un monopole des jeux qui est offert à 1000 points à 1000 points de vente, entre guillemets, ou à 1000 licenciés, et que ces licenciés peuvent soit prendre des jeux hippiques, soit prendre des jeux sportifs, soit faire du grattage, soit faire tout type de jeux. Et à ce moment-là, il n'y a plus de référentiel pour essayer de relancer la partie courses hippiques, que bien au contraire, les différents licenciés n'ont... pour eux, il est préférable de jouer sportif ou de faire du grattage parce qu'il n'y a pas à rémunérer la filière hippique. C'est toute la problématique de l'Italie. Président, je pense que c'était important. Je pense que nous avons pris beaucoup de retard. Voilà, excusez-moi. Bon, voilà ce que je voulais dire. Je suis désolé d'être désagréable. Il y a un vrai problème entre la concurrence des jeux sportifs et des jeux hippiques, et l'affaire n'est pas gagnée pour les jeux hippiques. Désolé de vous avoir coupé. Nous allons... parce que bien évidemment l'Italie va vouloir répondre. Je suis désolé, vous allez pouvoir vous exprimer puisque nous allons faire une pause café et répondre entre vous. Merci à nos 5 orateurs de cette première table ronde. Normalement la pause est prévue de 10 minutes. Essayez de la respecter. On se retrouve donc pour notre seconde table ronde dans quelques instants. Merci. Oui, merci beaucoup. La pause va être très courte effectivement parce que nous avons pris beaucoup de retard. Nous avons pris beaucoup de retard. Juste une information à vous transmettre, c'est que pendant cette pause, vous aurez la possibilité de voir sur le grand écran les photos qui ont été prises hier soir au cours du dîner. Voilà.